tu fais quoi? Tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Bonjour à tous et bienvenue sur TFK. Aujourd'hui, nous allons accueillir Kenzie sur la thématique de l'entrepreneuriat aux Antilles, notamment en Guadeloupe. Alors, je vois que tout le monde rejoint. J'ai Laïdza, Kenzie est là. Je vais lancer l'appel et on commence tous ensemble. Super, les docteurs là qui veulent. J'ai lancé l'appel. Salut Kenzie, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Est-ce que tu me vois bien? Moi, je te vois bien et je t'entends bien. Est-ce que c'est pareil pour toi? Et si tu veux, moi, mon image, elle est fixée, mais comme je me connais, j'ai pas besoin de me voir, donc on est bon. Ok, super. Alors, avant qu'on commence, je vais te demander comment ça se passe, le confinement pour toi. Écoute, ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors, ça n'a pas été simple parce que quand ça a commencé, il fallait se poser des questions à savoir comment le business allait tenir, comment on allait continuer, quelles seraient les répercussions, la durée, etc. Et c'est vrai assez rapidement, en fait, j'ai pu avoir des certitudes. J'ai pu mettre en place pas mal de choses et qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à bosser de chez moi tranquillement, à profiter aussi du temps que j'ai aujourd'hui pour essayer d'apprendre. Voilà, chacun son quotidien, mais voilà, moi j'ai mis en place ma petite routine et honnêtement, ça se passe bien. Je sais que pour d'autres, c'est pas simple et j'envoie beaucoup de big up à un peu tout le monde parce que c'est pas facile professionnellement. Mais pour moi, voilà, ça se passe bien. D'accord, très bien. Alors, de surnom Kenzie, ton prénom Yannick et le nom de famille Hilaire. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Nous dire qu'est-ce que tu fais. Écoute, effectivement, il y a plusieurs casquettes. La première, on va dire que c'est la musique. Beaucoup m'ont connu comme ça, me connaissent comme ça. Moi, j'ai fait mes débuts, j'ai commencé, moi je suis de Grand-Camp, de base. Après, on a déménagé. On a été du côté de Sainte-Rose, du côté d'Est. J'ai toute ma famille qui est à Sainte-Rose. Je suis Sainte-Rosien, on va dire. Donc après, voilà, donc il y a eu tout ce là qui fait que assez rapidement, on m'a connu en 2002 avec le Black Scare Crew pour ceux qui étaient déjà nés, on va dire. Et voilà, donc on regarde dans le dancehall, dans la musique urbaine, pas mal de morceaux. En 2005, je suis monté à Paname, j'ai rejoint mon frère, Rafia, qui est mon grand frère. On a Tu vois que ça fait pas. Je savais pas que ouais. On a formé le duo Kenzie et Rafia. Et du coup, tous les morceaux qui ont sorti, donc on a du comeback, on a du Bangkok, on a du Bisou en l'amour, on a du ciné, etc. Donc on a fait un bout de chemin ensemble pendant 10 ans avec des albums, avec des mixtapes, avec des concerts à la fois des showcases, des lives, donc des lives. On a eu la chance de faire un live à la Casa. Et aussi, pareil, des lives aussi à Paname, de faire pas mal de soirées un peu partout. On a été à Londres, on a été en Belgique. Donc voilà, donc si Dieu ça nous a bien voyagé quand même. Ouais, ça fait plaisir. On a eu la chance de voyager parce que c'est pas toujours simple. La musique, ça dépend, la musique, ça tient quelque part à un fil. Même s'il faut travailler, etc. Il y a aussi une part d'opportunité, de chance, entre guillemets. Mais je pense qu'on a pu en saisir certaines des opportunités. Donc, il fait qu'aujourd'hui, voilà, après, la vie fait que mon frère a décidé d'arrêter la musique. Okay. Moi, je me suis installé ici en Guadeloupe en 2016. J'étais pas forcément, j'étais plus vers justement le fait d'arrêter la musique plutôt que de continuer d'ailleurs. D'accord. Après, voilà, avoir eu les vibes de tout le monde, le love, tu sais, les gens partagent beaucoup d'amour avec toi au quotidien, donc moi, je te demande de continuer, etc. Donc, j'ai pris la décision de continuer, donc en solo. Donc, j'ai commencé à faire pas mal de choses ici. J'ai des contacts parce que j'ai plus forcément de contacts après autant d'années passées à l'étranger. Donc, du coup, voilà, j'ai fait pas mal de contacts ici. J'ai pu aujourd'hui monter une équipe qui m'accompagne. Donc, on travaille actuellement à pas mal de morceaux, beaucoup de nouveautés. Un projet, pas forcément de date précise, mais on va essayer d'y aller par étapes. Donc, avec des singles au fur et à mesure. Et quand on sera prêt, on va essayer de sortir un album, quelque chose de concret, de sympa, quoi.
Ok. Alors avant qu'on rentre dans la thématique de l'entrepreneuriat, je voulais te demander, effectivement, tu m'as dit que Rafia il a arrêté, mais ça t'arrive pas des fois d'essayer de lui dire, viens, on fait un dernier featuring ensemble, allons faire un truc sur le projet. Oui, oui, forcément, obligatoirement, parce que je sais quand j'entends une instru, j'ai forcément une vibe, une inspiration, et c'est vrai que ça a toujours été plus simple de bosser avec lui, parce que, comme je te dis, c'est mon frère, donc forcément, il y a l'alchimie, et c'est vrai qu'on arrive à se compléter facilement. Donc moi, de temps en temps, je lui envoie des instrus. Après, je respecte son choix. Oui, mais je respecte son choix, parce que faire de la musique, c'est pas facile. Ça n'a jamais été, c'est pas simple aujourd'hui, parce que ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens financiers, ça demande beaucoup de sacrifices en termes de temps, en termes d'implication, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas juste avec une vibe et tu poses un son, c'est-à-dire que tu écris, tu vas en studio, tu te déplaces, tu sollicites du monde, tu dois gérer toute la partie mixage, mastering que les gens ne voient pas forcément. Derrière, il y a tout ce qui est clip. Après, le clip, c'est aussi gérer une équipe, donc c'est aussi des moyens financiers. Exactement. Des investissements, de l'humain. En fait, il y a beaucoup d'humain en fait en musique. On s'en rend pas compte, mais comme nous sommes pas tous professionnels, tout le monde a forcément un travail à côté, etc. Donc, tu dois gérer avec les humeurs de chacun, les envies de chacun, les disponibilités de chacun, le sérieux de chacun, le professionnalisme de chacun, et c'est pas facile. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, moi, quand effectivement je lui en parle, mais je peux comprendre mais qu'il n'ait pas forcément envie, et je respecte parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Et c'est dur. Et c'est dur. Donc, c'est vrai qu'après autant de temps, nous, on s'est toujours fait plaisir. Après, certains ont la chance, l'opportunité d'exploser beaucoup plus largement, à l'échelle nationale, mondialement. Ben, tant mieux. Nous, on a eu des opportunités, on a fait le maximum. Il a pensé que c'était la bonne période pour arrêter. C'est tout. Je respecte ça vraiment parce que c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord. En tout cas, ton manager me disait que tu étais quelqu'un qui avait une vraie connaissance du marché et c'est ce qui faisait que tu comprenais comment les choses se passaient, c'était beaucoup plus simple pour lui. Écoute, j'essaie de partir du principe que je ne sais rien. C'est-à-dire que les vérités que tu avais il y a 3 ou 4 ans ne sont plus valables aujourd'hui, quel que soit le domaine. Tu vois? Donc j'essaie de me remettre en question dans la mesure où la musique évolue. C'est-à-dire que moi, je viens d'une génération où on n'avait pas YouTube. On avait des CD, on avait du MP3, on gravait des CD. Moi, ma première mixtape, c'était Tune After Tune. J'ai acheté, j'ai validé le stock de Carrefour, pour ne pas les citer, en CD vierge, et j'ai gravé toute la nuit mes CD. Tu vois? Après, j'ai acheté des cartouches d'encre pour imprimer mes pochettes et les mettre en vente, tu vois. On n'avait pas forcément de boutique. Moi, je les vendais dans les mains il y avait pas mal de Rasta à Pointe-à-Pitre qui vendaient des albums. Alors, il fait beau. Donc, il y a des albums là, tu vois. Pareil, mon frère, il montait à Clignancourt, il montait à Châtelet, il y avait des mecs qui étaient posés à l'époque là-bas, tu vois. Tu avais des DJ Stars, etc. à l'époque qui vendaient de main à main. Donc, c'était ça. Donc, à un moment, il y a eu un shift où YouTube, les réseaux sociaux sont arrivés et tout est devenu un peu plus digital. Ce qui fait que si tu restes sur tes acquis en te disant non, mais les gens ne viendront jamais et je vais continuer à vendre en physique, ben, tu rates le coche en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Et beaucoup de personnes ont tendance à rester là-dedans en se disant je fais ce qui fonctionne, je sais ce qui fonctionne et qui reste le bec dans l'eau pendant des années. Donc, ouais, je ne remets pas en question, oui. Jamais, exactement. Donc si tu veux, moi je pars de ce principe-là tous les jours de ma vie, que ce soit dans la musique, professionnellement, je me remets en question et rien n'est acquis, je ne sais rien. Et je pars toujours du principe que je suis souvent le plus bête dans une salle remplie de personnes. Donc j'essaie d'apprendre, qui fait que aujourd'hui, je me remets en question, j'essaie de comprendre, j'essaie d'être humble dans mon approche de la musique, c'est pas parce que j'ai plus d'une dizaine d'années de carrière que je sais plus de choses que celui qui vient d'arriver sur le marché. Voilà, parce qu'il y a des codes qui ont changé. Tu vois beaucoup de petits jeunes qui débarquent et qui ont déjà 20 000, 30 000 followers sur Instagram, alors qu'ils ont 2 mois, tu vois. Donc, soit tu peux faire ton rageux et te dire, ah oui, c'est bon, on n'a pas connaître rien, etc. Soit tu te dis, ben merde, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux, moi, faire pour augmenter ma communauté et essayer justement de toucher plus de personnes? Tu vois ce que je veux te dire? Donc, moi, c'est je l'applique qui fait qu'aujourd'hui, avec mon manager, ben, on se dit que
on a beaucoup de choses à construire. Il y a des gens qui nous connaissent, ça c'est sûr, Mhm. mais il y en a plein qui ne me connaissent pas. C'est ces gens-là qu'il faut aller chercher. Bingo. C'est mon objectif aujourd'hui. Tous les jours, c'est toujours faire la musique que j'aime, celle que je connais, mais aussi aller chercher un nouveau public et savoir effectivement ce qu'ils attendent aujourd'hui, quels sont les codes, quelles sont les choses à faire, tu vois. Ok. Alors, on a parlé de musique. On va rentrer dans le vif du sujet, l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité? Alors, mon activité, je Quelle suis, activité? par définition, si tu veux, je me considère comme un entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai fait le choix en 2012. J'ai eu une expérience assez particulière et singulière dans une grande boîte dans laquelle je travaillais. Là, tu étais encore en France. Tu n'étais pas encore Oui, en j'étais encore à Paname. Je bossais dans une multinationale. Et si tu veux, c'est tout bête. Je vais quand même te raconter. Je suis quelqu'un, j'ai du mal à garder mes idées. C'est-à-dire que je peux ne pas te connaître. Je vais voir que tu fais un truc qui est peut-être sympa. Si je peux te donner une idée, un conseil, un truc comme ça, Mhm. je te connais ou pas, je vais t'aborder sur les réseaux sociaux ou n'importe où et je vais t'aborder, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait en fait dans ma boîte. C'est-à-dire que j'avais une de mes collègues en fait qui bossait sur un sujet en particulier. J'ai vu un article qui m'a plu, qui m'a parlé, j'ai été la voir et je me suis fait rembarrer en fait. Ok. Tu vois, tout simplement parce que, en fait, elle n'appréciait pas que moi qui sois dans un service qui soit différent, Tu vienne viens la voir, du milieu. lui donner un conseil, tu vois. Je n'avais pas forcément vocation à prendre ton poste, etc., mais juste un conseil et échanger dans le but de faire avancer la boîte et les services. Elle n'a pas apprécié. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça me correspond vraiment d'être dans une boîte où au final tu es dans une espèce de case, tu avances, où les gens sont constamment sur le qui-vive en se disant, lui, il veut me piquer ma place, ou faire ceci, faire cela, ou se montrer, etc. Est-ce que j'avais envie de ça? Est-ce que j'avais envie de me confronter à ces gens-là au quotidien qui n'ont aucune ouverture d'esprit, qui sont juste là pour bosser tous les jours, de 9 à 17, rentrer chez eux, revenir le lendemain en faisant la gueule? Et c'était pas ma définition. Donc, si tu veux, moi je me suis dit, je n'aime pas rester avec mes idées, je n'aime pas rester dans un environnement comme ça. J'ai eu l'opportunité de signer un CDI dans cette même boîte. Ok. J'ai dit non. J'ai dit non et à ce moment-là, si tu veux, je me suis dit que j'allais partir dans un projet entrepreneurial. Donc j'ai bossé. J'ai bossé sur mon premier projet, c'était une plateforme de e-commerce. Ok. À l'époque, je voulais. Alors si tu veux, je lis beaucoup de choses. Je lis beaucoup de choses au quotidien. J'essaie de rester informé. Pour moi, c'est la base. Mais j'avais vu qu'aux États-Unis, il y avait une petite boîte qui avait commencé à livrer des produits cosmétiques pour les femmes tous les mois. Ok. La Birchbox. Ça venait de sortir aux États-Unis. Il n'y avait rien du tout, ni en métropole, ni en Europe, etc. Et moi, ça m'intriguait. Et je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Je vais proposer des produits cosmétiques pour femmes, mais tout de suite en essayant de me singulariser. Ce n'était pas forcément faire comme les autres. Donc j'ai décidé, si tu veux, de travailler sur des produits qui étaient ethniques, des produits qui étaient naturels ou bio. Ok? Parce que j'avais aussi beaucoup dans une boîte de cosmétiques un peu avant justement certaines expériences et j'avais compris un peu comment ça fonctionnait. Donc j'ai décidé de me lancer là-dedans. J'ai eu pas mal d'expériences avec ce projet-là que je n'ai pas au final j'ai pas été j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que je ne savais pas comment ça fonctionnait. Tu vois, j'ai fait confiance, j'ai voulu suivre un tracé qui était celui fixé par des groupes, on va dire, qui sont en gros. J'ai fait un trajet, si tu veux, j'étais voir Pôle emploi, tout bêtement. J'ai dit, voilà, moi, je me mets en mode entrepreneur. Donc, ça m'intéresse pas de chercher un job. Je bosse sur mon projet. J'ai mes allocations qui tombent pendant 1 an et demi, près de 2 ans. Et tu développes ton truc. Je développe ma boîte. Voilà, ça, c'est le premier pas que peut tout le monde emprunte en général, tu vois. Oui, mais effectivement. c'est quoi? Comme d'habitude, Pôle emploi a toujours des cours à te proposer. C'est-à-dire, genre, tu fais une formation entrepreneur, etc. Mon problème, en fait, c'est que les mecs qui te donnent ces formations-là n'y connaissent rien en entrepreneuriat. C'est totalement vrai. C'est-à-dire que tu as un mec, en fait, qui va, pendant son parcours scolaire, faire une formation entrepreneuriat, genre le master entrepreneuriat, qui a jamais monté aucune boîte de sa life. Et il veut te donner des conseils. Voilà.
tu vois. Et du coup, le problème, c'est que moi, ne sachant pas, j'ai suivi bêtement. Donc, les mecs te disent quoi? Fais un business plan. Je l'ai fait. Fais un prévisionnel. Je l'ai fait. Fais un prototype. Je l'ai fait. Fais un site web. Je l'ai fait. Mais au final, je dépense ma thune à faire toutes ces conneries-là pour passer devant un jury qui n'y connaît rien du tout. Et mon argent, en fait, mon capital pour pouvoir monter ma boîte, tester mon produit, je le crame à faire des conneries comme ça, quoi. C'est pour aller à... Ok. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je dépense des sous, je demande des lettres d'intention, etc. à Thierry. Tu essaies de faire plaisir à ces gens-là qui n'y connaissent rien, en fait. Et toi, tu passes à côté de ton projet. Et tu vois, Tu peux te décourager, en fait. Tu peux te décourager, Exactement. tu perds de l'argent, tu perds du temps. et tu vois, c'est tout ça. Et au final, la volonté, la dynamique, c'est ce qui est le moteur de l'entrepreneur. Et quand tu perds ça, quand tu t'essouffles, ben, au final, ton projet aussi s'essouffle. À tel point que le mec, j'avais le mec en face de moi. Au bout d'un moment, quand j'en ai eu marre, parce que je voyais que je n'avançais pas, le mec, il me dit, oui, tu sais, ton projet, il est bien. Le mec, il est censé me gérer mon truc, hein. Il me dit, il est bien, mais est-ce que tu ne voudrais pas faire autre chose sous forme d'abonnement, machin? Je dis, ouais, mais, je dis, en fait, mais. C'est pas mon idée. Non, mais je dis, ok, mais tu penses à quoi? Le mec, il me dit, oui, mais, tu veux pas vendre des chaussettes, par abonnement? Je dis, mais, Timal, mais, qui dit, t'es tout capable, les là, Timal. Tu veux te voir mon projet de cosmétique qui est en train d'exploser, etc. Je parle de chaussettes. Et parce qu'en fait, le mec, il n'avait rien fait de sa life. Il voit ton projet et il essaie, en fait, si tu veux, de glisser son truc à l'intérieur de ton projet. Et moi, au bout d'un moment, quand j'en ai eu marre, je lui ai dit, écoute, t'as déjà monté une boîte? Le mec me dit, non, mais j'ai fait des formations. J'ai dit, ouais, mais pourquoi tu montes pas ta boîte? Il me dit, non, mais en fait, moi, j'accompagne les entrepreneurs et c'est à travers leurs projets que je vis le mien. Je dis, mes amis, mais Timal, mais quand t'as fait du vent, Timal, mais Timal, quand t'as fait là, Comment tu peux me conseiller, sachant que toi-même, tu n'as jamais monté de société? mais rien. Le mec, tu n'as pas les couilles de monter ta boîte. Tu te contentes, en fait, de sucer les idées de tout le monde et de donner tes titres, etc., qui ne valent pas grand-chose. Tu m'obliges à présenter tout un tas de dossiers tu sais, la vérité, c'est quoi? C'est que les entrepreneurs, souvent, quand ils montent un projet, ils pensent tout de suite à l'argent, en se disant, pour monter un projet ou une boîte, il me faut de l'argent. Donc, Pôle emploi, tu sais, je ne tire pas sur Pôle emploi, je te raconte juste les faits, je ne tire pas. Oui. Mais eux te disent quoi? On va t'accompagner et on va te donner 2 000 euros, 3 000 euros. Eh bien, toi, tu vois les 2 000 euros, 3 000 euros. Donc, tu te dis, OK, ça va me faire de la thune pour monter ma boîte. Mais au final, en échange de cette somme-là, eh bien, tu perds toute la vibe et toute l'originalité, tout le flux de ton projet. Pour les 2 000, 3 000 euros. Donc, au final, ça te coûte beaucoup plus cher que 2 000, 3 000 euros. Parce que tu as perdu du temps. Et la vérité, c'est qu'en entrepreneuriat, le temps, au-delà du fait que le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est une ressource. Tu vois? Parce que dès que tu vas te lancer, tu verras forcément des gens arriver sur le game. Et moi, je voyais les gens arriver avec leurs nouveaux projets, tu vois. Il y a eu, donc quand Birchbox s'est lancé aux États-Unis, tu as eu My Little Box qui a pété à Paname. Tu as eu aussi, je sais plus comment ça s'appelle, il y avait une troisième box. On n'était pas beaucoup, mais je voyais ça. J'avais aussi des gens qui montaient des choses qui étaient un peu ethniques. Moi, j'étais encore solide parce que j'avais de bons contacts, etc. Mais au final, tout ce travail-là que j'aurais dû faire, ce travail de fond que j'aurais dû faire, le porte-à-porte, etc., je l'ai gaspillé à passer du temps dans des réunions à la con avec un mec qui voulait me faire vendre des chaussettes à distance. Tu vois? Donc, tout ça pour te dire que, voilà, ça c'était ma première expérience. Elle m'a été hyper bénéfique parce que j'ai eu la chance, en fait, dès le départ, de comprendre où ça peinait, où ça choquait, et de tout de suite avoir un électrochoc, en fait. Ça t'a pas démotivé aussi, c'est ce qui est bien, parce qu'il y en a beaucoup qui auraient pu lâcher ou se dire, bon, je passe à autre chose, je vais trouver un CDI, je suis payé, et puis on laisse tomber l'entrepreneuriat parce que c'est trop compliqué. Tu sais, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont la même expérience que moi et qui sont démotivés, démoralisés et qui changent de voie parce que justement, ils ont les mauvais interlocuteurs. Moi, j'ai eu la chance, si tu veux, d'avoir un copain qui s'appelle d'ailleurs Yorick Saint-Louis, qui a justement une plateforme qui s'appelle la maison des Antilles.com. Ok. Et qui a monté son projet peut-être 2 ans avant moi. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai pu discuter tous les jours. C'est-à-dire que, en fait, on se squattait l'un l'autre. Et justement, ça nous permettait d'avoir des retours. C'est-à-dire que je lui donnais des conseils, j'en avais peu. Il m'en donnait. Tu vois, on échangeait beaucoup sur nos produits, sur nos projets, sur des
raccourcis, sur des sites, sur des techniques, des idées, etc. Et c'est vrai que avoir quelqu'un qui est entrepreneur à côté de toi quand tu te lances, c'est super important. Parce que, en vrai, quand tu te lances, tu vas parler à tes amis, à ta famille. Et quand tu sais que tu as frôlé un CDI, ça fait jamais plaisir quelque part, ni à tes parents, ni à tes proches, à tes amis, de vivre ça, en fait, avec toi. Donc, du coup, vas-y, qu'est-ce que tu allais me dire? C'est pas un chemin, effectivement, qu'on nous conseille. Quand tu es avec tes parents, ils vont toujours t'inciter à trouver un boulot, Non. tu vas bien payer, avoir des horaires de bureau, rentrer chez toi, subvenir aux besoins de ta famille. C'est vrai que c'est pas un chemin qu'on nous conseille en général. Non, parce que si tu veux, il y a une chose. Ton entourage, c'est-à-dire tes amis, tes partenaires, etc., souvent ces gens-là te renvoient leur propre peur. C'est-à-dire que toi, tu vas te dire, OK, il y a une conférence qui a lieu à tel endroit, il y a une conférence qui a lieu à Barcelone par rapport à mon projet. Je dois payer le billet, je dois payer la place, ça me coûte 200 euros. Au fond de toi, tu sais que tu vas avoir de super contacts en allant là-bas. Donc, tu en parles à tes potes. Mais tes potes ne verront pas ces 200 euros-là comme une opportunité de faire 1000, 2000, 3000 euros. Tu vois ce que je veux te dire? Ils verront juste peut-être 200 euros que tu gaspilles. La dépense. Voilà. Ils ne comprendront pas que tu ailles dans un pays où tu ne parles pas la langue et que tu ailles faire du business. Donc, ils vont te renvoyer leur propre peur. C'est-à-dire qu'eux ont peur de se confronter à ce qui est étranger. Ils vont te dire, pour mettre là, ouais, franchement, qu'on répète là, ouais, habiter en Espagne, pas l'espagnol, habiter. Et au final, tout ça, tu t'imprègnes de ça. Ça, c'est ton entourage. Ce sont tes potes. Après, il y a la famille. C'est normal que ta mère, ton père, ton oncle aient envie de te voir dans un circuit qui est déjà établi, que eux-mêmes ont connu. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, bon ben, trouve un travail, prends un CDI, fais un prêt, construis ta maison, prends une petite voiture tranquille, fais des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un conflit générationnel. Les parents qui sont issus de la génération 40, 50, 60, 70, eux devaient se battre pour avoir un taf, devaient se battre pour avoir un CDI, devaient se battre pour avoir un diplôme. Donc pour eux, c'était ça le Saint Graal. Donc forcément, ils vont te renvoyer ça. Qui veut dire que ils vont te conseiller ce qui est le plus sûr, selon eux, pour toi. Mais la vérité, c'est que toi, tu empruntes un chemin qui est totalement différent. Donc, quelque part, tu as en fait cette pression-là qui va être sur toi constamment. Et c'est ce qui est compliqué de dépasser. Et c'est pour ça que moi, j'ai compris assez rapidement qu'il fallait s'entourer de personnes qui étaient dans la même dynamique que moi. C'est-à-dire que mes amis, je les aime toujours autant, tu vois. Mais je suis dans une dynamique qui est différente. Et si tu n'es pas capable de comprendre ça, je vais devoir aller vers quelqu'un qui va m'envoyer des vibes qui sont positives. Quelqu'un qui va pouvoir me donner des conseils, qui va au moins me comprendre sans pourtant me juger. Et il va me dire que demain, si je mets ma voiture, ma maison en gage pour que je déménage pour payer 200 euros de loyer dans un coin paumé plutôt que de payer 700 euros avec une vue sur la mer, cet ami-là sera capable de m'héberger, de me faire dormir sur son canapé 2 mois, 3 mois, 4 mois, parce qu'il saura que je ne le fais pas pour le plaisir, mais je le fais parce que j'ai envie. Tu as une volonté derrière. Exactement. Donc, si tu veux, c'est aussi ça, en fait. L'une des clés, en fait, c'est de pouvoir s'entourer des bonnes personnes. Et comme je te disais, à cette période-là, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui étaient là pour moi. J'ai eu la chance d'avoir mon fameux pote Yuri, qui était là avec qui, ben, tous les jours, on était à fond sur nos chiffres, nos données, on regardait un peu le marché, etc. On se soutenait l'un l'autre, qui fait que ça m'a donné en fait envie de continuer. Donc je n'ai pas abandonné aussi grâce à ça, tu vois. En parallèle, j'ai aussi eu des déclics. Je lis beaucoup parce que je pense que le savoir est à la fois dans les rencontres humaines, mais aussi dans les livres. Alors quand je dis les livres, le savoir il est aussi sur YouTube, il est aussi sur les réseaux sociaux, etc. où tu as beaucoup de choses. Mais j'aime bien les bouquins, tu vois. Je lis beaucoup et j'ai eu la chance justement d'avoir un pote qui m'a conseillé un bouquin qui a changé ma vision. Moi, je dis souvent que ce bouquin a changé ma vie. Ça s'appelle Lean Startup. Lean Startup. Voilà, Lean, L-E-A-N, et Startup. Ce bouquin qui a été écrit par un mec qui s'appelle Eric Ries. En gros, ce qui t'explique, c'est que quand tu lances un projet, il faut arrêter de voir les choses en grand tout de suite. C'est-à-dire que avant de penser ouvrir
un restaurant sur les Champs-Élysées, par exemple, essaie de tester ta cuisine. Fais quelques plats, fais goûter à ton entourage, fais goûter à tes potes. Si tu sens qu'il y a une adhésion, prends les retours, améliore ton plat. Une fois que tu as fait tester à tes potes, va plus loin. Ok? Ouvre une page, ouvre un compte Instagram, ouvre un compte Facebook, commence à monter. Moi, ce que je dis, commence à proposer à une petite échelle. On y va étape par étape. C'est ce qu'on appelle l'itération. C'est-à-dire que tu testes, tu as des retours, tu recommences. Tu testes, tu as des retours, tu recommences et tu y vas par étapes. Ce qui veut dire que plutôt que de partir sur un gros truc, tu vas au fur et à mesure, tu consolides tes bases. Et c'est aussi comme ça que tu vas te permettre de gagner, d'avoir de la trésorerie parce que tu es à ton échelle. Ne va pas chercher 500 000 euros pour aller ouvrir un restaurant tout de suite parce que tu ne les auras pas, sans doute. Et souvent, même quand tu les as, tu fais de mauvais choix, ils ne te servent à rien. Donc, fais avec ce que tu as, vas-y par étapes, crée-toi une vraie communauté. Et une fois que tu seras prêt, que tu auras un vrai engouement, une fois que tu auras peut-être testé une roulotte pour un petit truc éphémère quelque part, ouvre ton restaurant. Ne le mets pas forcément sur les champs, mais là où le loyer ne sera pas trop élevé pour le mettre ou important. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, une fois que tu as tout, on est d'accord. Au fur et à mesure, tu t'offres, tu grandis, et là, tu peux aller chercher quelque chose de beaucoup plus volumineux parce que tu auras aussi ton cash et que tu seras moins dépendant d'un apporteur de fonds, d'un VC, d'un investisseur, d'une banque, etc. Parce que la vérité, c'est que on parle beaucoup des levées de fonds, mais la vérité, c'est que quand tu deviens ton propre boss, parce que tu sais, beaucoup veulent être entrepreneurs parce qu'ils ne veulent pas avoir de patron, parce que ils pas même load. Mais dès que tu commences à passer un certain stade et que tu vas faire un prêt à la banque, mais la banque, elle doit te poser des questions, te demandant, mais monsieur, je vois que vous avez tel résultat annoncé sur le prévisionnel, mais vous n'y êtes pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu commences à rendre des comptes. Donc, au final, le patron que tu ne voulais pas avoir, ça va devenir ton banquier, parce qu'il va te dire, si tu veux une rallonge, si tu veux un prêt, si tu veux une ligne de crédit, il faut que tu sois capable d'arriver à tel stade. Ça, c'est pour le banquier. Mais l'investisseur, il est pire que le banquier. Parce que le banquier est encore, lui, si tu veux, il a d'autres clients. Donc, il va peut-être te lâcher la grappe pendant 1 mois, 2 mois, le temps de gérer ses autres clients. Mais l'investisseur, lui, il a mis son cash chez toi, il t'appelle tous les jours, il te dit alors, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi les chiffres? On en est où? Tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Et lui, par contre, l'investisseur, contrairement au petit gars là qui voulait me faire vendre des chaussettes, quand il me dit, ouais, mais tu sais, en parallèle des cosmétiques, tu sais, je pense que les chaussettes, ça pourrait plaire, hein. Eh bien, lui, obligé de faire chaussettes et veille. Parce que c'est lui qui te donne ton cash tous les mois. C'est lui qui t'annonce. Il va te dire, écoute, moi, je veux bien mettre 100 000 euros au prochain tour, mais dans les 100 000 euros, prends 40 000 et allons faire des chaussettes. Et comme toi, tu as besoin des 100 000 parce que tu t'es engagé vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des employés, que tu vas commencer à récupérer, etc. Et que tu as aussi une sensation de vouloir amener le projet plus loin, mais tu fais des concessions. Au final, ces fameuses concessions, c'est comme si tu avais un patron qui te donnait des directives et des ordres tous les jours. Donc, le patron que tu voulais pas avoir, tu l'as là. Donc, c'est pour ça que le projet, ça se construit au fur et à mesure, étape par étape, pour essayer de limiter et retarder au maximum cette entrée d'investisseurs dans ton capital ou de banque, etc. Voilà, donc, voilà, c'est tout ça qui fait que, moi, en tout cas, ça m'a donné envie de tenir parce que j'ai pu, grâce à Dieu, rencontrer des personnes assez intéressantes et pertinentes assez rapidement dans mon parcours d'entrepreneur. Ces personnes-là m'ont permis vraiment de lire les bonnes choses, d'avoir les bons retours pour pouvoir tenir. Et dans mes projets d'après, j'ai pu mettre ça en pratique. Et j'ai pu justement éviter beaucoup d'erreurs et beaucoup de pièges dans lesquels malheureusement beaucoup d'entrepreneurs. D'accord. Donc ça, ce sont les premières expériences que tu as eues quelque part forgées ta personne. Exact. Derrière, maintenant, on te connaît dans le milieu du tourisme. Donc, tu vas reprendre le tourisme. Exactement. Alors, j'ai fait beaucoup de choses, si tu veux, entre cette première expérience et mon retour ici. Et entre-temps, si tu veux, alors, je me suis aussi formé, c'est-à-dire que j'ai eu envie de passer un diplôme dans tout ce qui est marketing digital, marketing web, etc. Ok? Donc, comme moi, en fait, tu veux, quand j'ai testé mon projet au niveau des box cosmétiques, j'ai touché à ce qu'on appelle le marketing digital. Parce qu'en fait, le principe de l'abonnement, c'est vraiment travailler à 100%. C'est les pure players, on va dire, où tu es quasiment que sur Internet. Donc, j'ai dû, en fait, me documenter. J'ai ce qu'on appelle un personal MBA, où tu te formes toi-même à la maison.
Et j'ai voulu aller plus loin en faisant justement un vrai MBA en marketing digital, etc., etc. Pour vraiment comprendre ce qui était comme tous les enjeux. Exactement. Parce que moi, je venais, tu sais, je venais de la supply chain, de la logistique. C'était ça ma formation. Donc, il fallait que je change, il fallait que je comprenne un peu plus rapidement. Donc, j'ai voulu faire ça. Donc, je l'ai fait. Après, je me suis dit, ben, pour pouvoir mettre en pratique, il faut que j'ai une expérience concrète. Donc, j'ai eu la chance d'intégrer une start-up. D'ailleurs, j'ai un copain qui est là, qui m'a permis justement d'intégrer cette fameuse start-up. Jojo, I see you. J'ai eu la chance de l'intégrer, j'ai eu la chance d'être responsable marketing de cette start-up. Pendant 2 ans et demi, j'étais là à la base et on a pu monter ensemble, tu vois. Dans cette expérience, j'ai compris comment fonctionnait une entreprise, comment fonctionnait une start-up. Et une fois que tu comprends, en fait, je parle du principe que quand tu comprends, tu n'as plus peur. C'est-à-dire que je donne un exemple court, hein, mais tu as une voiture, tu roules tous les jours, tu ne poses pas de questions. Mon cher, il y a un panneau passable, qui est un panneau comme tu amènes chez le garagiste, et puis c'est le plus souvent qu'à priméo. Dès que tu commences à te renseigner, à essayer de comprendre comment ça fonctionne, le moteur, etc., la vidange, en quoi ça consiste, etc., tu commences à pouvoir appréhender les choses différemment et avoir moins peur. C'est-à-dire que si tu entends un bruit, c'est peut-être le roulement, et que le roulement ne va pas casser tout de suite parce que tu sais ce que c'est et que tu sais que tu as encore du temps avant d'aller chez le mécanicien. C'est tout con. Ben, c'est le même principe quand tu bosses dans une petite structure. Ouais, parce que tu vois en fait tous les aspects de l'entreprise. Exactement. Ce que tu ne vois pas dans les grandes boîtes où tu es dans une boîte quelque part en fait. Tu vois ça au quotidien. Donc c'était vraiment le rush au quotidien. Donc souvent, tu sais, on a tendance à quand on passe le diplôme, on a tendance à viser les grandes boîtes, Renault, etc., machin. Mais au final, très limité. À l'intérieur, on est très très limité en termes d'action. Exactement, une tâche, tu es limité à une tâche. Alors que souvent, quand tu recules de camp et que tu vas dans une petite structure, tu vois tout. Donc, j'ai eu la chance, en fait, de tout voir à ce moment-là. C'est que, quand j'ai décidé de rentrer en Guadeloupe en 2016 pour des raisons qui étaient personnelles, familiales, je me suis dit, ben, je vais monter ma boîte. Parce que je sais comment ça fonctionne. Et parce que, je sais pour moi ce qui manquait. Parce que je partais du principe que si je viens en Guadeloupe, c'est pas pour reproduire forcément ce que j'ai vu à Paris, qui fonctionnait, dans lequel j'allais chaque semaine, mais parce que j'avais étudié mon économie, étudié le territoire. Et c'est souvent le souci, c'est que on a tendance à revenir au pays ou aller ailleurs. Ouais. Une idée qu'on a vue ailleurs. Déjà, on veut comparer et ensuite, on veut juste appliquer ce qu'on a vu là-bas. Alors que ça ne fonctionne pas parce que la langue est différente, le comportement est différent, le panier moyen est différent, l'approche est différente, l'économie est différente. Quand tu viens en Guadeloupe, quand tu regardes par exemple, tu sais, si on parle ne serait que du digital, très peu d'entreprises aujourd'hui ont un vrai site web qui fonctionne. Très peu ont un site web qui fonctionne. Aujourd'hui, on a un gros problème en Guadeloupe, c'est par exemple la livraison. On n'est pas capable d'avoir un système de livraison comme Deliveroo, Uber Eats, etc., qui soit fiable et qui puisse couvrir tout le territoire. Alors oui, il y a des exemples, il y a des choses qui existent, mais on n'est pas encore capable de mettre ça à grande échelle pour couvrir tout le territoire comme cela devrait être le cas. Donc c'est pour ça que il faut être déjà humble et il faut être objectif et honnête. La Guadeloupe, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne, ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est même pas Paris. Donc si tu veux, moi je suis parti de ce principe-là et je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire en Guadeloupe qui n'existe pas, qui serait pertinent, qui serait porteur, qui me permettrait justement de pouvoir développer mon business. Je considère qu'il y a peu de secteurs aujourd'hui qui laissent une place entière, en tout cas en Guadeloupe ou en Martinique, et c'est la même chose. Hein, enfin, je sais qu'on peut peut-être me tacler, mais pour moi, c'est le même principe. Je considère qu'il y a peu de secteurs qui sont vraiment hyper ouverts, encore aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, si tu veux monter, je sais pas, un magasin de distribution en Guadeloupe, aller prendre des grandes marques internationales, les prendre en Guadeloupe, ça va être compliqué. Parce qu'on sait très bien que la distribution, c'est chasse gardée dans un certain petit nombre. Basta. Alors tu peux y aller. Il n'y a aucun problème. Mais ce sera très, 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 très long, très compliqué, très sinueux. OK? Je n'ai pas forcément cette envie-là. Donc je suis parti du principe de chercher des domaines qui étaient encore ouverts. Et pour moi, le tourisme, ça l'est. Parce que le tourisme, tu peux demain acheter 1 hectare de terrain,
monter ton projet et construire un hôtel. Tout comme tu peux aller prendre le manguier de ta grand-mère, faire une cabane dans l'arbre et louer à des touristes. C'est open. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, on va dire. Hormis quand tu es à la recherche d'aide, de subventions, etc. Tu n'as pas de barrière qui veut dire que dans le tourisme, tu es capable d'apporter beaucoup d'innovation. Et j'ai pensé à ce moment-là qu'il y avait beaucoup d'innovations qui étaient possibles dans ce domaine-là. Donc, je me suis dit, en rentrant, je vais monter mon projet et je vais lancer des bulles, tout simplement, des hébergements insolites. Parce que, encore une fois, bon, moi j'ai l'expérience personnelle dans le tourisme parce que mes parents ont toujours loué des bungalows, tu vois, donc ça, je sais ce que c'est, j'ai toujours été D'accord. en contact avec des touristes depuis ma naissance, tout bêtement, hein. Donc je sais ce que c'est, je sais ce que c'est le service et j'y apporte beaucoup de soins. Le digital, j'ai bossé dedans. L'entreprise en elle-même, la gestion d'une entreprise, je sais ce que c'est, je me suis dit, ok, je me lance. Mais j'ai eu envie de me lancer avec un projet qui était différent. Donc, premièrement, faire des hébergements insolites, donc des bulles, chose qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'existait pas en tout cas à l'époque. Et deuxièmement, aller chercher un lieu qui est attrayant. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on te parle de tourisme en Guadeloupe, tu demandes à n'importe quel métropolitain à Paname, il va te dire, bon Guadeloupe, c'est Gaultier, Sainte-Anne, Saint-François, voilà. Basta. Alors, tant mieux pour ces villes. Mais moi, je considérais qu'il fallait aller proposer autre chose ailleurs. Pourquoi? Mais parce que je ne visais pas uniquement une population touristique étrangère. Parce que je me dis, et comme on le constate aujourd'hui, c'est le corona. Quand un touriste étranger vient, il doit passer 14 jours en quarantaine. Je pense que beaucoup ne viendront pas. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu te retournes vers une population qui est Les locaux. locale. Donc, ce qu'on appelle le tourisme interne, le tourisme local, le tourisme vraiment des gens qui sont d'ici. Donc, je me suis dit, si je propose autre chose que Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, peut-être que je pourrais attirer une population qui n'a pas l'habitude d'aller, en l'occurrence en Basse-Terre. Moi, j'ai choisi Trois-Rivières, parce que Trois-Rivières, c'est peu connu, au final, des Guadeloupéens, même s'ils y passent, mais personne ne rentre dans les terres, parce qu'on se contente de prendre la grande route et on va à Basse-Terre, mais on ne rentre pas forcément dans les terres. Donc, je me suis dit, il y a peut-être une ville qui est intéressante à connaître, en sachant que, par rapport à ma problématique de bulles et d'environnement, c'est une commune qui est boisée, qui est hyper agréable, etc. Je me suis dit, je vais essayer de rattacher tout ça. Donc, à la fois, un touriste qui ne connaît pas la Guadeloupe et qui viendra découvrir les bulles, un touriste qui doit aller aux Saintes, qui va passer forcément par Trois-Rivières, donc qui pourra dormir chez moi et prendre le bateau le lendemain, mais aussi un Guadeloupéen qui est dans ce Bertrand, Petit Canal, etc., qui n'a pas l'occasion d'aller en Basse-Terre, viendra aussi chez moi dormir à la Belle Étoile, dans un coin où il ne connaît personne. Parce que oui, le Guadeloupéen a tendance à penser que tout le monde le surveille, donc forcément, il aime bien être caché, vivre caché, donc à Trois-Rivières, tu ne connais personne. Mais en tout cas, on a fait en sorte d'avoir un lieu qui permettait cette forme d'intimité. La preuve, on a eu besoin de Trois-Rivières qui venaient dormir chez nous. Donc voilà, donc il y avait, si tu veux, cette réflexion-là, cette logique-là, en tout cas, avant de lancer ce projet-là, des bulles touristes, des bulles transparentes. D'accord. Et ce projet-là, tu l'as lancé donc avec une équipe? Oui. Est-ce que le fait d'avoir une notoriété dans la musique te donne une crédibilité, un avantage supplémentaire lorsque tu veux lancer un concept? Alors, je vais te dire, ça n'engage que moi, ok? Ça n'engage que moi. Mais j'ai tendance à aimer que mes projets, en fait, se lancent seuls, sans avoir à dire, c'est moi qui ai fait. Parce que pour moi, et encore une fois, ça n'engage que moi, ce sont mes propos. Mais je pars du principe que si je dis, ok, j'ai fait ça, j'aurai toujours un grand pourcentage de gens qui viendront parce qu'ils m'apprécient, qui m'apprécient peut-être ma musique, parce qu'ils me connaissent, etc. Et il y aura toujours une part de flou. C'est pour ça que j'aime bien lancer mes projets sans pour autant dire que c'est moi. Comme ça, je sais que le projet est jugé à sa juste valeur, de façon objective, sans tout ce qu'il y a autour. Donc c'est pour ça que, tu vois, après alors certains utilisent leur notoriété, leur nom. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais moi, c'est ma philosophie. Donc quand on a lancé les bulles, j'ai été hyper discret là-dessus. Et en fait, tu sais, pour l'anecdote,
j'avais toujours refusé d'être en avant par rapport au projet. C'est-à-dire que je bossais en background, mais je ne voulais pas forcément être mis en avant. Et du coup, j'avais demandé à mes associés d'être, Pas te nommer, de ne pas me nommer et d'être les visages, en fait, de la marque. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, en fait, tout a explosé avec une interview qu'on a eue avec une chaîne locale. Et en fait, ce jour-là, si tu veux, on avait rendez-vous pour l'interview à 14 heures. OK? La veille, on avait reçu des clients. Et du coup, c'est moi qui m'occupais de l'accueil des clients ce jour-là. Donc, du coup, j'avais fait la veille au soir, je les avais accueillis la veille au soir, et les clients devaient partir le lendemain matin à 11 heures. OK? Et mon associé était censé venir sur le site à 13h30, 14h pour faire l'interview. Ben, comme par hasard, ou pas, la journaliste m'appelle, elle me dit « Oui, bonjour, je vous appelle, je suis désolé, mais je suis dans la zone, j'ai fini un reportage, il était 10h. Est-ce que je peux venir tout de suite pour vous filmer parce que je n'aurai pas d'autres créneaux après ?» Donc moi, ça m'a un peu embêté parce que c'est pas forcément le plan, mais je lui dis OK, parce que dans l'absolu, il ne faut pas être con non plus. C'est-à-dire que moi, j'ai ce que j'aimerais faire, mais il y a aussi la réalité, tu vois. Il y a des opportunités, c'est ce qu'on appelle une opportunité. Donc, je l'ai saisi. Je lui ai dit, bon, ben OK, ça m'a embêté. Et ce jour-là, à 10h, qui était là pour faire la présentation? Eh ben, c'est Bibi. Complètement. Donc, je me suis retrouvé, si tu veux, ce jour-là, à faire le premier reportage avec elle. Et c'est comme ça, en fait, que tout le monde a su que j'avais lancé ça avec d'autres personnes. Tu vois? Après j'ai pas de regret. Mais c'est vrai que j'avais envie, si tu veux, de laisser le produit monter naturellement, que les gens s'attachent au produit sans pour autant penser à moi systématiquement. Ils prennent plaisir à y aller. Et bien sûr, à un moment, si tu veux, on m'aurait vu, sans problème. Mais j'avais envie de ça. Bon, ça s'est pas fait comme je voulais précisément, mais je suis hyper content parce qu'au final, on a eu d'immenses retombées. Et voilà. Alors, pour ce projet des bulles, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous dire les difficultés que tu as rencontrées pour lancer le projet? Je ne sais pas si on aura assez de temps pour que je les liste toutes. Mais non, c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple parce que quand on a déjà, alors si tu veux, faut trouver tout. Je t'épargne la partie trouver les fournisseurs, etc. Parce que tu dois. Nous, notre fournisseur, il était belge. Donc moi, j'ai été en Belgique pour le rencontrer, pour discuter, négocier, etc. Et c'est vrai que quand tu t'exportes, c'est pas simple parce que on a des frais en fait qui sont incompressibles. C'est-à-dire que quand tu es aux Antilles, tu as tout ce qui va être octroi de mer régional, dédouanement, fret, le transport, etc. Et du coup, tu as tout ça qui se rajoute. C'est-à-dire que si par exemple toi, ton fournisseur, il est à Marseille et que ta boîte est là à Paris, tu as une journée de transport et puis terminé. Nous, c'est autre chose. Donc, il faut négocier déjà avec ton fournisseur parce que tu as distance et que tu essaies de négocier les prix, etc. C'est pas simple. La Guadeloupe, tu les Antilles, bon, ils le voient, mais sans pour autant vraiment le voir. Après, il y a eu, si tu veux, la présentation du projet. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, voilà, je vais faire des bulles transparentes, des autres organes, mais avec de grands yeux. Parce que tout le monde, en fait, la vérité, c'est que tu vas rencontrer des gens dans des administrations, même à la banque ou ailleurs, des gens qui vont te recevoir pour parler de ton projet. Ce sont des gens qui, j'ai appris, avec le recul, si tu veux, je suis beaucoup plus tempéré là-dessus. Ce sont des gens qui ne sont pas toujours ouverts d'esprit ou qui n'ont pas forcément toujours voyagé. Donc, tu as des gens qui seront, par définition, fermés. Et au départ, si tu veux, ça te frustre, ça t'énerve, tu as envie de les insulter. Mais la réalité, c'est que tu dois comprendre l'autre qui est en face de toi et qui ne comprend pas. Et au final, toi, tu amènes une innovation. Par définition, même une innovation, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc forcément, tout le monde ne le sait pas, tout le monde ne le connaît pas. C'est comme si tu veux... Bien sûr, parce que quand tu communiques à un client qui ne connaît pas ton produit, tu vas le bombarder de réseaux sociaux, de pages web, de landing page, avec des explications, avec des choses. Le banquier qui est en face de toi, le mec, tu lui expliques à l'oral parce que tu n'as peut-être pas encore lancé ta page web, etc. Et que le mec, il n'est pas forcément dispo ou attentif, etc. Quand tu attendais le visuel de ton graphiste, il l'a pas fait, donc tu y vas avec des explications, le mec ne comprend rien. Et si en plus, ce mec n'est pas ouvert d'esprit, mais c'est mort. Donc moi, j'ai eu droit à tout ça. Donc moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, ouais, mais des bulles, mais quand ils sont, transparente en plus. Donc, ah oui, les gens vont me voir, si je veux rester nu, bon,
plein de trucs, il y avait beaucoup de choses à la con, mais il y a eu tout ça parce que tu dois convaincre, en fait. Donc, j'ai eu, si tu veux, j'ai eu ce problème-là. J'ai aussi le problème à la banque pour investir sur toi parce que, au final, ton produit n'existe pas, en fait, dans les catalogues, dans les référents. C'est-à-dire que, ils ont des listes qui existent depuis les années 60, 70 où tu as villa, bungalow, cottage, auberge, ferme, hôtel, pas ni bulle. Donc, le mec vient le voir en lui disant, je vais faire des bulles, les mecs ne comprennent pas. Donc, tu dois expliquer qu'effectivement, tu viens pour un financement, etc., etc. Et j'ai eu ça à tous les niveaux. Valable aussi pour l'assurance, beaucoup de choses. Donc, toutes ces barrières-là, je les ai eues. Pareil pour peut-être certaines instances où tu dois expliquer que tu veux être mis en avant parce que tu apprends quelque chose de nouveau et les gens ne sont pas forcément ouverts à ça. Et alors, j'ai eu ce problème-là, mais dès le départ, si tu veux, je m'y attendais. Parce que, je connais mon peuple. Je l'ai pratiqué, je le pratique tous les jours. Donc, je vois souvent, si tu veux, le scénario le plus pire. En me disant, qu'est-ce qui peut m'arriver et comment est-ce que je peux contrer ça? Je le fais pour tous mes projets. Donc, à partir de là, je me dis, écoute, je ne dépendrai pas de ces gens-là. Je vais mettre mes sous pour lancer mon projet. Et la vérité, c'est ça, en fait. C'est que, si tu as envie d'entreprendre, il faut que tu puisses mettre des sous de côté. Il faut que tu puisses économiser. Tu vois? Économiser, c'est possible. Ça, c'est encore un autre sujet, un autre débat, effectivement. Thématique. Mais il faut que tu puisses économiser, que tu puisses mettre des sous de côté pour justement pouvoir miser sur toi-même. Parce que déjà, quand tu mises sur toi, c'est toujours agréable à voir du côté de la banque. Autre que l'entrepreneur a mis ses pieds dans le projet. Ça veut dire déjà qu'il croit en son projet lui-même. Premièrement, ça, c'est déjà une preuve. Deuxièmement, quand tu arrives à investir dans ton projet, tu es capable de faire une version bêta, une version test. Moi, j'avais de l'argent de côté parce que j'avais économisé. Donc, j'ai pu acheter ma bulle, j'ai pu faire construire toute installation en deck, etc., faire des raccordements, tout ça. Et j'ai pu accueillir mes premiers clients. Là, tu étais encore seul, alors. Tu n'avais pas encore tes associés avec toi. Oui, quand j'ai dit on est à 3 dans l'aventure. D'accord. Et alors, on est à 2 associés fondateurs et on a un 3e qui nous a rejoint. OK? Mais les 2 associés fondateurs, on a mis nos soins. On a investi pour lancer. OK? Ce qui fait que on avait déjà peut-être 10 clients de fait quand on a été voir la banque, quand on a été voir les organismes, etc. Ce qui fait que là, le mec qui te dit, ouais, mais des bulles, qui va venir dans les bulles? Tu dis, écoutez, c'est simple. J'ai 10 personnes qui sont venues. Mon chiffre d'affaires, il est déjà de temps. Donc, en gros, c'est soit tu me suis, soit je vais voir quelqu'un d'autre. Parce que je peux prouver que mon modèle fonctionne et que mon produit fonctionne. Donc, tu as fait un peu l'inverse. C'est-à-dire, tu t'es lancé d'abord, comme tu disais, l'histoire du restaurant, et ça a été plat sur tes proches. Et après, tu t'es dit, voilà, j'ai eu une clientèle. Ça me donne une légitimité supplémentaire pour aller devant les banques et essayer de grossir mon concept. C'est quoi? C'est vrai, mais je te reprends. Je n'ai pas fait l'inverse. C'est comme ça qu'il faut. Okay. Oui. Pour investir dans ton projet, 3 persos, tester ton projet et effectivement, quand tu auras passé un certain cap, tu pourras justement aller voir les banques, aller voir les organismes, etc. pour te financer. Tu vois? Parce que toi, tu auras cru et que tu auras pu faire la preuve par toi, tout simplement. Ok. Pour toi, c'est quoi les difficultés et les avantages de l'entrepreneuriat chez nous aux Antilles? Bon, alors tu sais, pour moi, comme je dis, c'est comme partout. Pour moi, la Guadeloupe, c'est comme n'importe quel endroit, sauf que ici, je considère que on peut avoir des facilités. Dans la mesure où on connaît le territoire. On connaît les gens. Je n'ai pas, tu sais, j'ai pas de nom de famille, j'ai pas de connexion, j'ai pas de ramification. Tout ce que j'ai fait, j'ai toujours payé, tu vois. Je me suis toujours débrouillé quasiment seul, donc j'ai pas de passe-droit, j'ai pas de raccourci. Mais je pars du principe que quand tu es guadeloupéen, quand tu es en Guadeloupe, tu auras sans doute, je dis bien sans doute, plus de facilité à aller toucher des gens qui t'intéressent, que tu cibles, parce que tu connaîtras toujours quelqu'un. C'est-à-dire que tu auras peut-être toujours un cousin qui aura travaillé dans une boîte
Et dans cette boîte, tu auras un contact qui pourra te donner l'adresse email du directeur des achats, par exemple. Alors que si demain, tu vas au Guatemala et que tu ouvres une boîte au Guatemala, tu auras peut-être plus de difficultés. Premièrement, je parle en termes de connexion humaine. OK? Deuxièmement, le territoire, on le connaît, on le sent, on le respire. Donc, tu es capable d'amener ce supplément d'âme à ton projet. Parce que c'est chez toi, parce que c'est de chez toi. Tu vois? Troisièmement, je pars du principe que la Guadeloupe, tout comme la Martinique, sont des territoires en voie de développement. Donc il y a beaucoup à faire, il y a énormément à faire en fait. Il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, on a une vraie pénurie en termes de services. C'est-à-dire que on fait des petites choses, mais on ne va pas au bout du process. Tu sais, tout le monde se plaît tout le temps de l'accueil des clients, etc., etc. Ça fait partie du service. On a du retard là-dessus. Tout le monde n'est pas équipé en termes de 4G. Tu vois? Même en termes de Wi-Fi, en termes de 4G, c'est toujours compliqué. Donc, il y a encore des choses à atteindre. La pénétration en termes de mobile, etc., elle est encore balbutiante. Aujourd'hui, quand tu fais de la communication sur Facebook, tu vas toucher énormément de personnes parce que tout le monde est sur Facebook. Quand tu vas ailleurs, tu verras que il y a une pénétration des applications qui est beaucoup plus large et beaucoup plus différente. Donc, tu vas devoir multiplier les canaux pour toucher tout le monde. Quand tu es aux Antilles, c'est déjà plus restreint. Pourquoi? Parce qu'on est encore en mode Facebook, on est sur Instagram, etc. Donc, c'est balbutiant. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore de la place pour énormément de choses. Je ne vais pas toutes les citer. Mais pour moi, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, pareil. Il y a encore beaucoup de choses à faire parce que on part de loin. Quand tu vois la gueule de certains sites internet de boîtes qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires, je me dis, merde. Tu vois, on est vraiment loin. Les mecs, déjà pour la technologie qui est utilisée, elle est désuète. Les mecs n'ont pas de réseaux sociaux, ou alors c'est hyper mou, c'est hyper lent, ou alors tu n'as même pas de e-commerce. Et comme je te dis, des fois tu as du e-commerce, mais tu n'as pas de service de livraison qui suit derrière. Il y a énormément de choses à faire. Regarde, là par exemple, avec le Corona, moi je pense que le Corona est une vraie opportunité, en fait. Attends, j'estime que le Corona est une opportunité parce que on se rend compte en fait de beaucoup de choses qui font défaut aujourd'hui. Par exemple, les paniers de fruits et légumes. Ça existait déjà, mais aujourd'hui, tout le monde en fait et tout le monde se débrouille pour pouvoir les livrer ou en faire qui sont différents, qui sont singuliers, d'autres qui sont un peu plus précis, qui sont bio, qui sont ceci, qui sont cela. On voit aussi beaucoup de services de livraison. Moi, je vois par exemple devant chez moi, j'ai des mecs qui passent et qui me livrent de l'eau. Tu vois? D'accord. Donc, tu veux dire que demain, quand tu livres des packs d'eau, tu pourrais aussi passer pour livrer des couches pour bébé. Tout comme on a toujours livré du pain, tu vois. Mais ce sont des choses que tu peux faire parce qu'à l'échelle d'une île, c'est possible. Et qu'on a cette proximité qui nous permet justement de pouvoir adhérer à ce type de business. Et je pense que le Corona nous permet de voir tous ces petits manques et de voir toutes ces petites ramifications qu'on pourrait faire en termes de business à la personne, ce business de service. Et pour moi, si tu veux, on est encore loin de ce qui se fait dans les métropoles, qui veut dire qu'on a beaucoup d'opportunités à saisir encore en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. D'où le fait que pour moi, ce soit pertinent de te lancer ici, quand bien sûr, tu as un projet qui s'adapte au territoire, tu vois. Ne va pas lancer un truc qui te demande d'avoir de la 5G avec de la réalité virtuelle, etc. Machin, si tu n'as pas la fibre qui va derrière, tu vois. Il faut être cohérent aussi dans ce qu'on fait, tu vois. Mais je pense que il y a beaucoup d'opportunités pour du business, notamment celui du service, sur des territoires comme les nôtres, qui sont sains, parce qu'on a un panier moyen qui peut être élevé, on a un pouvoir d'achat qui est quand même intéressant, on a des infrastructures qui sont bonnes, parce que quand il te suffit de voyager un peu dans la Caraïbe, voir comment c'est galère d'avoir Internet, d'avoir des routes, etc. On ne se rend pas compte de ça, mais c'est compliqué à côté. On a la chance d'être dans un endroit où la majorité de nos voisins sont assez enclavés et pour certaines difficultés, mais d'avoir la technologie qui nous permet de faire beaucoup de choses. Donc, si tu veux, on a une forme de temps d'avance. Donc, il ne faut pas forcément rester sur nos lauriers, etc. et penser que
on est européen dans la Caraïbe, etc. Non, il y a des opportunités business qui sont là. Et je pense que ce sont des territoires qui peuvent te permettre de développer, de lancer ton business. D'accord. Alors, ça va couper dans 5 minutes, donc je t'ai posé une dernière question et je vais te rappeler pour qu'on continue. Donc, vous êtes plusieurs sur le projet. Comment on fait pour trouver des partenaires dans ce type de projet? Alors, pour moi, il y a deux choses. La première, c'est de chercher. Comment tu fais effectivement? Vas-y. Il faut avoir des gens, il faut être complémentaire. C'est-à-dire que si ton partenaire fait la même chose que toi, ce sera compliqué. Pourquoi? Parce que vous allez vous battre pour les mêmes postes, pour les mêmes idées, pour le même principe. C'est-à-dire que si toi, tu es doué en marketing, tu vas forcément te focaliser dessus. OK? Parce que c'est ce que tu maîtrises. Si tu as un partenaire qui fait aussi du marketing, eh bien, les amis, ils ont fait douer tous les jours. Parce que chacun aura sa vision. Quand tu lances un projet, tu dois chercher la complémentarité. C'est-à-dire que je suis bon en marketing. Je suis bon en commerce, par exemple. Tu es bon en finance, en UI. Tu es bon vendeur, en UI. Tu es bon, tu fais du dev, en UI. Il faut en fait chercher la complémentarité à chaque fois. Comme ça, il y a un mélange d'idées. Chacun a sa partie, chacun bosse sa partie, chacun développe sa partie et on n'a pas de problème, on n'a pas de souci d'ego. Parce que l'idée pourrait être non, chacun sa partie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour moi l'honnêteté et l'objectivité. Ne te mets pas avec ton ami, avec ton pagna, juste parce qu'il a des sous, juste parce que sa famille a des sous. Ne prends pas ton pagna parce que tu sais que tu as une forme d'ascendant sur lui. C'est-à-dire que, comme toi, tu es le moteur, tu sais que lui, il va te suivre, va faire ce que tu lui dis de faire, ils ont fait ça ensemble. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'au bout d'un moment, quand il faudra rentrer dans le vif du sujet, si lui n'est pas motivé, si lui n'a pas l'âme d'entrepreneur, il va exploser en plein vol. Et il va se passer quoi? Comme tu ne pourras pas t'énerver contre le client, ou Kevin Collet et des milliards. Et ou Kevin des milliards, ou facile à faire business house. Tu vois? Ça, c'est quelque chose de très important. L'honnêteté, l'objectivité. Il faut que tu ailles vers des gens que tu sens. Il faut que tu puisses. Tu sais, on a tous une petite voix. Tous, quel que soit l'individu sur la planète, on a tous une petite voix. Cette voix te dit, OK, je sens qu'avec lui, je peux faire des choses. Je sens qu'avec lui, je peux. Mais en même temps, ne cherche pas quelqu'un qui est comme toi. Parce que si tu as quelqu'un qui est comme toi, vous ferez les mêmes choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu dois être capable de prendre quelqu'un, même si cette personne-là, je te donne un exemple, quelqu'un d'extraverti, c'est Mounamoun. Ne prends pas un partenaire qui est comme toi, Mounamoun. Si tu as un mec qui est développeur, qui est très bon, mais qui est hyper casanier, hyper discret, hyper timide, qui ne veut pas assister aux visios, aux réunions, c'est pas grave. Depuis monsieur qui a fait travail et qu'il travaille dans le sens du projet de la société, prends-le. Et si vous pouvez faire visio, il faut que vous fassiez visio à vous. Tu vois? Mais il faut être honnête avec soi-même, il faut être objectif et de se dire, je ne prends pas quelqu'un pour ce qu'il fait, mais pour la raison pour laquelle il le ferait avec moi. Et c'est ça en fait cet esprit d'équipe. C'est-à-dire que c'est la complémentarité, l'objectivité. Et souvent, tu sais, on va se mettre avec un ami, mais comme c'est un ami, au final, on se retrouve à ne pas lui dire la vérité ou les choses. On va dire cette vérité-là à d'autres amis autour pour que ces amis-là viennent dire un jour où tu n'es pas là. Ça prend ni bon sens. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Jean-Yves que j'ai interviewé qui disait que effectivement ton associé c'est un peu comme ta femme. C'est un mariage que tu dois être capable de dire à cette personne-là tout ce que tu penses, toutes les vérités, être aussi prêt à les recevoir. Tu vois ce que je veux te dire? Sans rentrer dans des considérations personnelles, etc. C'est ça en fait. Et c'est souvent le piège. C'est parce qu'on fait des raccourcis. Après, on a peur de faire confiance. Parce que oui, quand tu es associé, ben, c'est une forme de mariage. Après, il y a des contrats qui rentrent en compte. Mais avant même l'histoire des contrats, il y a pas mal de choses. Il faut que la connexion soit là. Et que tu puisses te confier à cette personne, avoir confiance en elle. Tu vois? Alors, on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Parce que l'être humain, c'est l'être humain. Et que peut-être que demain, ton associé, il est carré. Peut-être qu'il va se mettre en couple avec une nana ou un gars. Et que cette personne-là va mettre des bâtons. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est aussi. Donc, ça arrive, d'accord. Mais de base, il faut quelqu'un qui soit complémentaire, quelqu'un qui, bien évidemment, soit motivé
que tu sois honnête dans ton choix, que tu te dises, je le prends pour les bonnes raisons. Basta. Je te reprends tout de suite parce que ça va couper dans 10 secondes. Il n'y a pas de souci.